up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comme j'aime dire à chaque semaine, si vous n'êtes pas en pleine forme, la conversation puis l'invité d'aujourd'hui va vous aider à devenir en pleine forme, à vieillir en santé. Donc, si vous êtes curieuse de savoir comment on peut vivre non seulement une longue vie, mais une longue vie remplie de vitalité, restez à l'écoute parce que Éric Simard, que je reçois aujourd'hui, c'est pas mal l'expert dans le domaine. Donc, chercheur dans le domaine du vieillissement, auteur de plusieurs livres, conférencier, formateur, docteur en biologie, président, vice-président de plusieurs organisations, associations aussi, entre autres, l'Association professionnelle de la santé intégrative, que c'est là, en fait, qu'on s'est connus au Congrès de la santé intégrative, la première édition qui a eu lieu en janvier 2023 à Saint-Hyacinthe. On s'est recroisés aussi à la deuxième édition fin janvier, début février. Éric, tu as accepté tout de suite d'être invité sur le podcast. Fait que je te remercie déjà pour ton temps. Tu es quelqu'un avec beaucoup de projets, beaucoup de collaborations. On l'entend justement dans ton background que j'ai résumé super rapidement. Fait que merci d'être là puis bienvenue sur le podcast. Merci Claudia. Écoute, c'est vraiment un grand plaisir. Puis félicitations pour ce que tu fais. Plus on a de gens qui vont parler de santé intégrative, qui vont parler de l'importance des saines habitudes de vie, puis surtout de toute la différence qu'on peut faire dans une vie humaine. Plus on a de gens qui le font, plus on va atteindre de monde, plus on va aider la population, en fait, à changer leur façon de voir les choses. Et au Québec, il faut se dire les vraies affaires. On a malheureusement une culture de maladie. On n'a pas vraiment une culture de la santé. Et, on parle très peu de prévention, encore moins d'optimiser la santé. Puis pourtant, c'est de ça qu'il faut parler. Fait que félicitations pour ce que tu fais. J'adore ça. Merci beaucoup. Puis tu as aussi une gamme de produits Vitoli qu'on pourra aussi mettre dans la description du podcast parce que ça aussi, j'ai beaucoup de questions sur les suppléments. Moi, je suis pas une experte là-dedans. Toi, tu as ta gamme à toi, des produits variés, d'excellente qualité. Fait qu'encore une fois, très honorée de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Fait que parlons-en du vieillissement. Tu as mentionné culture de la santé, culture de la maladie, prévention, etc. Selon toi, c'est quoi les facteurs, puis qu'est-ce que tu observes dans tes études, tes recherches aussi, tes études de cas? C'est quoi les facteurs principaux qui font en sorte que, en ce moment au Québec, la situation, ça fait dur un peu, on est malade plus tôt, on rentre dans le système de santé plus tôt, on vit peut-être un petit peu plus longtemps, mais je veux dire, les statistiques, les gens qui deviennent malades, qui ont des maladies métaboliques, diagnostiques, ça fait un petit peu peur. C'est un peu inquiétant, les statistiques. Donc, c'est quoi les facteurs principaux qui font en sorte qu'on est dans cette situation-là? Entre autres avec un système de santé qui vise moins la prévention puis plus la maladie. Écoute, c'est très, très clairement le changement des habitudes de vie. Puis quand on parle de changement des habitudes de vie, les gens, automatiquement, ils pensent à genre les 10 dernières années. Mais sur l'évolution humaine, les 10 dernières années, c'est complètement rien. Ça n'a rien de significatif. C'est pas ça le principal problème. C'est pas ça. C'est ce qui s'est passé au cours des 500 dernières années, genre. Où ce que, en plus de devenir sédentaire d'un côté, on s'est mis à trop manger tout le temps, puis trop manger beaucoup trop de glucides. C'est évident qu'il y a une grosse partie des problèmes de notre époque d'aujourd'hui qui viennent de là. C'est très clair. Là. Puis il faut savoir là-dessus que je suis plus un modéré, en fait, si vous voulez. Je suis jamais quelqu'un d'extrémiste dans rien. Très rare, hein. Il y a des gens qui trouvent que je suis extrémiste, mais sur mes recommandations de longévité. Mais ceci dit, je dis ça parce que je suis pas quelqu'un à l'extrême qui va vous dire qu'il faut que vous soyez céto absolument. Je pense pas nécessairement. L'alimentation cétogène est vraiment un très, très bel outil pour une multitude de choses. Je pense pas nécessairement pour quelqu'un qui a une bonne santé métabolique, une bonne flexibilité métabolique, que ce soit nécessaire, justement, d'être céto, mais je crois quand même que on n'est pas fait pour manger autant de glucides que ce que les gens en mangent actuellement. Et que si les gens comprenaient un peu mieux qu'est-ce qui se passe, là, c'est sûr que c'est ça qui est en train
actuellement de ruiner la santé en Amérique du Nord. Puis quand je parle de ruiner la santé, aux États-Unis, on régresse au niveau de l'espérance de vie, C'est vrai. mais de façon très, très importante. On parle d'avoir perdu 5-6 ans au cours des dernières années dans l'espérance de vie américaine. C'est dû aux maladies chroniques qui sont reliées à mauvaise alimentation, qui est principalement relié, entre autres, à l'abus de manger tout le temps puis de manger trop de glucides, développement de la résistance à l'insuline. C'est que le corps humain n'a pas été fait pour vivre demain. Et là, souvent, on va calculer beaucoup les macromolécules. Tu as parlé tantôt de régime de 1200 calories. Ouais. Il faut comprendre, en fait, que l'espèce humaine a évolué. Un parallèle, un exemple que moi j'utilise souvent qui parle beaucoup, c'est les émissions à la télévision qui ont été traduites ici au Québec par Seul et tout nu. Pas si ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, ouais. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de sexuel en passant, là, pour ceux qui se rendent Non, compte. non, c'est ça. Ils se ramassent tout nus, puis il faut qu'ils survivent en plein milieu de, des fois, la forêt, la jungle, dans des conditions vraiment difficiles, là. C'est ça. Qu'est-ce que ça nous apprend de passionnant, ça, en fait, là? C'est qu'on prend des gens qui sont formés en survie en forêt, puis qui sont souvent, hein, quand je parle de formés, là, c'est souvent des experts de la marine, en fait, des militaires de longue date, des gens qui se sont passionnés, en fait, pour la survie en forêt, ils débarquent à quelque part avec vraiment le strict minimum, là, d'où l'idée du tout nu, pendant 3 semaines, puis on se rend compte qu'ils vont perdre 10 à 20 kilos. C'est énorme. C'est énorme, Qu'est-ce qui effectivement. passe au juste? En passant, si vous voulez perdre du poids, là, c'est une maudite bonne idée. Faites-vous débarquer dans le bois avec juste un canif, là, vous allez voir, vous allez perdre du poids maudit. Est-ce qu'on se rend compte de ça, en fait? C'est que peu importe où ils débarquent dans le monde, là, c'est bien rare que les gens vont réussir à manger suffisamment. Ce qui veut dire que c'est très clair, en fait, que dans l'évolution humaine, on n'était pas en train de manger tout le temps. Puis si on réussissait à manger tout le temps, c'était pas des affaires qui étaient bourrées de sucre, c'est évident. C'était pas non plus des glucides facilement absorbables en grande quantité. Il n'y a pas personne qui se tape un verre de jus de fruits, là. Pendant des centaines de milliers d'années, plusieurs centaines de milliers d'années, on a évolué à faire du jeûne, à pas manger tout le temps, à pas manger 3 repas par jour avec 2 collations, c'est évident. Si vous voulez mon opinion, là, un trouble alimentaire, parce qu'il y a des gens qui parlent, en fait, de jeûne pourrait causer des troubles alimentaires. Mais tant qu'à moi, le monde qui se sent obligé de manger 3 repas par jour avec 2 collations, on a causé des troubles alimentaires, là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas faim et qui mangent pareil, parce qu'on leur a expliqué que le déjeuner était le meilleur repas de la journée, en fait, qui est extrêmement important. Ça fait que saute surtout pas le déjeuner. Mon Dieu, tu vas mourir. Ben, l'espèce humaine n'a pas évolué de même, là. Probablement, quand on se levait le matin, on commençait à la recherche de nourriture. Ça durait toute la journée. Si on était chanceux, on pouvait peut-être en accumuler un peu, en fait, puis limiter l'effort qu'on aurait à faire le lendemain. Mais c'était constant, en fait, là. Puis des périodes sans manger, il y en avait plein. Fait que si tu veux mon opinion sur la problématique de santé d'aujourd'hui, quand je parle d'habitude de vie, c'est les deux facettes que je viens de nommer dans le même, dans le même énoncé. C'est que la recherche de nourriture, on pouvait couvrir, là, c'est des distances énormes, là, genre 30 kilomètres en recherche de nourriture par jour. Vous essayerez ça, vous allez voir, ça va être quelque chose. Et sans avoir mangé, de le faire à jeun, en fait, puis on mangeait pas tout le temps, puis fait qu'on était, on n'est pas l'espèce humaine n'est pas faite pour être sédentaire. Fait que d'être assis toute la journée, là, puis de manger tout le temps, c'est encore pire. Fait que les deux ensemble, c'est épouvantable. C'est une équation pour ce qu'on vit maintenant, comme tu dis, plus d'obésité, maladies métaboliques, nos voisins du Sud qui ont des statistiques pires que nous, puis même une espérance de vie qui s'en va dans l'autre sens. Là, c'est assez flagrant ce que ça amène. Oui, effectivement. Puis quand on regarde, on fait un parallèle avec mon domaine, qui est le domaine de la longévité, on se rend compte que, regardez centenaires, n'importe où dans le monde où vous allez les regarder, vous allez toujours tirer à peu près la même conclusion. C'est des gens qui sont relativement actifs dans la vie de tous les jours. C'est pas du monde qui vont au gym. Fait que, j'aimerais ça qu'on répète ça encore, Eric. C'est des gens actifs, pas nécessairement des gens qui vont au gym. Ça aussi, je pense qu'il y a tellement un changement, un shift de mindset à avoir, là. Développer un mode de vie actif versus se forcer à aller au gym, lever des poids, tailler ça, t'es inconstante, puis t'es assis sur tes fesses le reste des 23 heures après ton heure au gym. Je te laisse continuer, mais quel beau point à mettre de l'avant. Ah oui, puis en fait, tu sais, j'ai moi-même, en fait, un gym à la maison parce que je prendrais pas le temps d'aller au gym, là, tu sais. Mais ce que je répète à tout le monde avant tout qu'il faut comprendre, c'est que les centenaires, c'est jamais des gens de performance non plus. Vous verrez pas des grands marathoniens centenaires, ça me surprendrait bien gros, parce que c'est trop.
Vous verrez pas non plus des monsieur muscles qui l'homme le plus fort du monde. Il meurt à 55 ans, ces gens-là, d'habitude. Fait que ils se rendront pas centenaires non plus. Fait que toute l'idée qu'on a, en fait, qu'on attache souvent l'importance de la performance, de la masse musculaire à une notion de longévité, parce qu'il y a une grosse tendance actuellement là-dessus. Ben, c'est pas ça qu'on a observé dans l'espèce humaine, jamais. Là, je dis pas qu'il faut pas faire un effort pour maintenir la masse musculaire, ça, je suis d'accord avec ça. Faut pas faire un effort pour être actif, je suis d'accord avec ça aussi. C'est juste que les centenaires, quand on les regarde, c'était des gens, puis bon, souvent, moi, je regarde toutes les études qui sont publiées en lien avec la longévité humaine, hein, puis souvent, je tombe sur des affaires qui me font rire. Puis il y a une étude que je mentionne souvent en conférence ou dans mes entrevues. C'est une étude qui démontrait, en fait, que le fait de planter des fleurs augmentait la longévité. Wow. C'est quoi le rapport? C'est facile à penser de c'est quoi le rapport. C'est que les gens qui plantent des fleurs, qui s'occupent de leur parterre, ils sont actifs dans la vie quotidienne un peu tout le temps. Il faut qu'ils aillent les acheter, il faut qu'ils charrissent les sacs de terre, il faut qu'ils se mettent à genoux, il faut qu'ils plantent la fleur en question. Ça les fait sortir, ça les expose à la lumière du jour, ça les ramène dans le moment présent parce qu'ils font de quoi, sur quoi ils sont attentifs. En espérant qu'ils lâchent le téléphone pendant ce temps-là. Et ça fait en sorte, en fait, que ça augmente le chance de longévité en santé, quelque chose d'aussi simple que ça. Quand on parlait d'être actif dans la vie de tous les jours, c'est ça. Fait que ça peut être des activités sociales, ça peut être de la danse, ça peut être des activités sportives. Puis bon, c'est sûr que tout ceci, il y a moyen d'optimiser en lien avec ce qu'on connaît aujourd'hui de la science. Fait que moi, je te ferai une différence tout de suite de question de compréhension entre ce que on voit habituellement des gens qui décrivent ce que font les populations centenaires, des spécialistes de la longévité, versus ce que moi je vais faire, en fait, qui va tenir compte à la fois des mécanismes du vieillissement cellulaire, de la biologie comparative, les espèces vivantes qui vivent très longtemps, ils font quoi? Toute la science, en fait, toutes les dimensions, en fait, de la science, y compris même la chronobiologie, l'application qu'on peut en faire dans un contexte de longévité pour amener une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut optimiser dans tout ça. Parce que c'est sûr que ta madame qui fait juste planter des fleurs ou qui fait juste marcher est plus active qu'être complètement sédentaire, mais c'est pas parfait. L'activité physique intense, c'est clairement démontré, en fait, que ça n'a pas besoin d'être long. Ça a un bénéfice santé énorme, en fait. Dans un contexte de longévité, c'est extrêmement intéressant. Ça fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans nos habitudes de vie pour optimiser toutes les facettes. Moi, c'est ça que je fais. Oui, absolument. C'est un super de bon point. Dans une des conférences que j'avais assistées, que tu donnais, je pense que c'était d'ailleurs au premier congrès de la santé intégrative, je pense que tu mentionnais les 5 critères. Puis je pense que le premier, tu disais, souvent on est surpris parce qu'on pense que ça va être justement peut-être l'activité physique ou la nutrition, justement des centenaires. Puis il me semble que c'était un lien par rapport aux connexions puis à la communauté de mémoire, là, puis d'avoir cet aspect-là qu'on oublie souvent, hein, quand on parle de santé, de longévité. On est dans une société que les gens ils s'isolent de plus en plus aussi pour plein de raisons. Fait que j'aimerais ça t'entendre un petit peu là-dessus, cette importance-là d'avoir des liens, une communauté, cet environnement social-là qui peut impacter positivement notre vie, ben tout le temps, là, mais et surtout quand on vieillit, tu sais. Oui, effectivement, c'est une dimension importante que tu apportes là. Puis écoute, je vais en parler dans mon 5e livre qui va sortir en octobre, en fait, cet automne. D'une approche très, très globale, en fait, qui va considérer vraiment tous les aspects. Parce que souvent, malheureusement, les gens qui publient des livres dans le domaine de la longévité, ils vont soit focusser beaucoup sur l'alimentation ou l'activité physique, tu sais, qui sont 2 éléments intéressants. Moi, j'ai défini, en fait, les facteurs reliés aux saines habitudes de vie dans 4 facteurs, avec un 5e facteur facilitant. C'est à ça que tu fais référence. Hein? Et dans les 4, donc, il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a la saine gestion du stress et de l'anxiété dans laquelle j'inclus la qualité du sommeil, et il y a la qualité de la vie sociale. Et d'un point de vue biologique, tu as raison, c'est que j'ai déjà présenté à multiples reprises que quand on essaie d'évaluer l'impact de ces facettes-là, puis j'ai un 5e facteur facilitant qui est le fait d'être fondamentalement positif, là, on y reviendra. Ouais. Mais quand on essaie de mesurer l'impact de ces facteurs-là en santé humaine, on se rend compte que c'est la vie sociale de qualité qui aura le plus gros impact. C'est vraiment capoté. Ça expliquerait 15 ans au moins de longévité humaine. Wow. Autrement dit, une personne vivant seule aurait jusqu'à 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. Et là, c'est sûr que c'est la vie sociale de qualité avant tout qui compte. Donc, la quantité d'amis Facebook, ça marche pas. C'est ça. Non. Mais
c'est quoi de la vie sociale de qualité, en fait, hein? Puis bon, maintenant, j'anime même des retraites avec Jean-Yves durant lesquelles j'anime une discussion sur la vie sociale de qualité pour amener les gens à réfléchir. Est-ce que vous en avez dans votre vie? Comment est-ce qu'on fait pour la développer? Où c'est qu'on les trouve, ces gens-là? Parce que je me suis tapé de lire les articles scientifiques sur la description de la personnalité des centenaires, puis qu'est-ce qui fait leur force, et etc. Puis tu vois que dans les données de vie sociale de qualité, pour répondre à la question, là, c'est avant tout être capable d'exprimer ses émotions. Vous avez beaucoup d'amis, vous parlez jamais de vos émotions, c'est pas de la vie sociale de qualité. Il y a quelque chose qui cloche. Intéressant. Puis souvent, ça, je le dis en conférence, vous voulez un bon truc, parler de vos émotions avec vos amis, il va arriver deux choses. Hein. Il y en a qui vont se sauver, laissez-la partir. Parce qu'il y en a que ça va les mettre mal à l'aise automatiquement, puis ils chercheront pas à... Bon, ben ça, ces gens-là peuvent pas vous offrir ce que vous cherchez au niveau de la vie sociale de qualité. Ceux qui vont rester ont le potentiel d'être des bons amis. Puis c'est sûr qu'il faut être positif dans tout ça. Ça fait que bon, les émotions, oui, on peut parler des négatifs quand on en a, mais si vous êtes tout le temps en train de parler des négatifs, ça vous fera pas des bons amis non plus. Donc, tu as raison, la question de la connexion de la vie sociale est extrêmement importante. Toutes les populations centenaires, sans aucune exception, en font vraiment un principe de base de leur mode de vie, de leur façon de fonctionner. Si on parle aux Japonais, ils vont souvent faire de l'intergénération avec un grand respect des aînés qui ont un grand rôle social à jouer. Mais tu regardes ailleurs dans le monde, c'est toujours la même situation. En fait, c'est toujours des gens pour lesquels l'amitié c'est pas une décision, c'est pour eux autres, c'est une nécessité, c'est une façon de vivre, puis les études démontrent, outre l'impact sur la santé, en fait, qui est épatant, il y a une étude de l'université Harvard, en fait, qui maintenant est connue comme étant un peu l'étude sur le bonheur, mais ils ont suivi 724 personnes pendant 75 ans. Wow. Avec l'idée, ça me fait rire encore quand j'y pense aujourd'hui, parce que je me dis des fois, il y a des scientifiques farfelus, mais farfelus pourquoi, là? Mais c'est parce qu'ils suivent des gens pendant 75 ans, vous imaginez ce que ça représente. À tous les 2 ans, ils les ont questionnés sur leurs habitudes de vie, le bilan de santé, ils ont questionné leurs médecins, les membres de la famille, en fait, quand ils ont eu des membres de la famille qui ont grandi à partir de l'âge de 2 ans, tu sais, jusqu'à 77 ans. Wow. Et ce qui ressort de l'étude, qui est vraiment épatant avant tout, c'est que ce qui a rendu les gens heureux, le premier facteur de bonheur dans une vie, c'est la qualité de la vie sociale. Puis ça a un impact tellement important sur la longévité, la santé, que quand tu regardes des données à reculons, il aurait pu prédire à l'âge de 50 ans avec une efficacité absolue. Tous les gens qui allaient bien vieillir, tous ceux qui avaient une grande qualité de la vie sociale à 50 ans ont tous très bien vieilli, ils ont tous resté en santé plus longtemps, ils ont gardé leur capacité cognitive en fait plus longtemps. C'est épatant l'impact que ça a. Fait que, malheureusement, on n'en parle pas assez, en fait, dans notre vie. C'est pas quelque chose de valorisé, hein, à un point tel qu'on va jusqu'à un contraire, même dire des fois à certaines personnes, non, par exemple, la vie au travail, c'est pas le moment de vous faire des amis. Le travail, c'est pas fait pour les amis. Claudia, quelle foutaise, en fait. Excuse le terme, là, mais c'est épouvantable de penser de même. Avec tout le temps qu'on va passer dans notre vie au travail, si vous êtes capable au travail d'avoir des très bons amis, d'avoir de la vie sociale de qualité ou aussi, même dans le travail, vous venez de gagner, de toute façon, écoutez, c'est un bonus extraordinaire, là. Je veux dire, moi, je me force pas pour aller travailler. Il y a personne qui devrait se forcer pour aller travailler. Le travail devrait être quelque chose qui nous accomplit, quelque chose dans lequel on vit pleinement, y compris, en fait, d'avoir des amis, d'avoir des membres de la famille qui travaillent avec nous autres. Moi, c'est ce que j'applique, là. Moi, je fais mon monde à ma façon, en fait, hein, puis c'est ce que j'applique. Ça fait partie de mon énoncé de mission, c'est ça, vivre une vie selon tes termes. Tu sais, c'est tes termes à toi, puis les termes peuvent être différents d'une personne à l'autre, mais ça crée une réalité qui nous convient, puis qui va faire en sorte éventuellement qu'on va vieillir en santé, tu sais. Je veux qu'on revienne sur l'aspect positif, hein, l'attitude positive. C'est ça, c'est comme la cinquième dimension qui aide à faire les 4 autres. Ça aussi, je pense que dans ta conférence, tu avais mentionné, tu sais, les petits vieux là sont souvent coquins, taquins, ils font des petites blagues. Bon, il y en a qu'on va dire en blague ou peut-être pas, tu sais, c'est des vieux chialeux là, mais généralement, tu sais, on a dans cette personnalité là aussi qui peut être facilement reconnaissable chez plusieurs personnes qu'on connaît qui sont plus âgées, tu sais, qui vivent bien, qui sont de bonne humeur, qui voient la vie avec un beau regard positif, etc. Comment ça fait en sorte que justement, biologiquement, physiologiquement, on vieillit mieux? Pourquoi il y a un aspect d'influence autant important puis prouvé par rapport à notre attitude, notre mindset? Puis qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour optimiser ça en tant qu'adulte pour que ça nous serve, hein, puis que ça soit conservé sur le long terme? En fait, t'as plusieurs questions dans ton énoncé, puis il y en a là-dedans qui sont compliquées. Mais avant tout, en fait, de quoi tu parles, en fait, c'est la personnalité typique des gens centenaires. C'est mon 5e élément qui est que j'ai appelé un facteur facilitant, en fait, dans mes livres.
Dans mon premier livre, en 2016, en fait, là, je présentais une espèce de résumé des habitudes de vie avec les 4 facteurs de tantôt, puis un facteur facilitant qui est le fait d'être fondamentalement positif, mais qui relève finalement de la personnalité typique des centenaires. De quoi je parle? C'est que ces gens-là, encore là, peu importe dans le monde où ils sont, les gens qui atteignent l'âge vénérable de 100 ans, ils ont tous le même genre de personnalité, c'est capoté. C'est des gens qui sont fondamentalement positifs, qui sont consciencieux, qui sont ricaneurs, qui sont faciles à vivre. Puis bon, tu parlais des chialeux, là. Ben, bonne nouvelle pour tout le monde, là. Les chialeux vivent moins longtemps. Et c'est très clairement démontré dans les études cliniques, à un point tel que dans l'incidence d'Alzheimer, on voit en fait apparaître beaucoup plus tôt dans la vie chez les gens qui font du neuroticisme, qui ont des habitudes négatives en fait de pensée, des lésions au niveau du cerveau, en fait, des lésions précoces qui pourraient mener à de la dégénérescence nerveuse ou de l'Alzheimer. Il y a un scientifique américain qui a publié des données chez des gens vivants, là. Wow. Donc, c'est vraiment évident que ça a un gros impact en santé humaine. Maintenant, pourquoi ça a... Puis là, quand je vous parle des centenaires, peu importe partout dans le monde, là, c'est les études des centenaires de l'Asie, de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Sont tout pareils, là. Je veux dire, ils ont tout ce genre de personnalité-là. C'est que forcément, c'est extrêmement important. Et pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça a comme impact? Qu'est-ce que ça a comme impact en santé humaine? Il y a plusieurs facettes, là, mais sûrement que la première vient du fait, dans les études scientifiques qui ont décrit le fait que c'est comme un package tout inclus. Les gens qui sont capables de développer la personnalité typique des gens centenaires, puis là, nos traits de personnalité, il faut savoir, 45% sont génétiques. Le 55% on l'a appris. Grosso modo, c'est à peu près ça sur quasiment tous les traits de personnalité. Ça varie, mettons, 43-50, là, pour ceux-là qui sont titilleux, on va dire 45. Il y a des gens qui ont la chance d'être comme ça, de nature, donc qui n'auront pas à se forcer pour le développer. Il y en a qui vont avoir à développer, en fait, ces facettes-là. Mais quand tu as ce type de personnalité-là, automatiquement, tu vas avoir une beaucoup plus grande facilité à mettre en application les saines habitudes de vie sur toutes les autres sphères. Fait que c'est comme si tu gagnais finalement une facilité. C'est pour ça que j'ai appelé ça un facteur facilitant, là. C'est un peu comme acheter une voiture tout inclus. Hein? Moi, j'étais un homme, j'aime ça parler de char. Là. C'est que là, t'as le cuir, le toit ouvrant, tout est venu avec. Tu sais. Ben, c'est un peu ça. C'est que si tu n'as pas tous les facteurs dans ta vie, tu vas avoir une grande facilité à les acquérir. Puis qu'est-ce que c'est qu'une personne de même, là, en fait? Parce que là, je vous ai énuméré un peu les facteurs les facettes de la personnalité. Mais quand on parle d'être fondamentalement positif, là, c'est pas le fait de voir le verre à moitié plein une fois de temps en temps. C'est pas le fait d'avoir une belle pensée à portée de la main tout le temps. C'est pas suffisant. Ces gens-là, ils sont inébranlables dans leur attitude. C'est capoté. C'est qu'il y a rien à faire. T'es mettre devant une situation quelconque, ils vont toujours rebondir avec un réflexe dans lequel ils vont finir par voir ça de façon positive ou ils vont trouver une solution. Ils vont, tu sais, c'est des gens qui ont des solutions à tous les problèmes et non pas des problèmes à toutes les solutions. Vous voyez la différence? Ouais. Mais un exemple que je donne souvent en conférence qui fait rire les gens, puis tu m'as peut-être entendu faire ça aussi, justement, je pense que je l'ai fait au congrès de santé intégrative. C'est l'exemple de mon arrière-grand-mère que je trouve fascinant. Parce que c'était quelqu'un qui était proche de moi, mais c'est qu'à aller jusqu'à l'écriture de mon premier livre dans lequel j'ai décrit la personnalité des centenaires, j'avais pas réalisé que mon arrière-grand-mère avait vraiment le parfait profil. Puis la dame, tu sais, mon arrière-grand-mère, j'allais dîner chez elle quand j'étais au primaire, elle était née en 1900. Là, on est en 86, donc son mari est décédé, ça fait déjà 8 ans. La dame, elle vit tout seule dans une maison, qu'elle a un poêle au bois dans le sous-sol. Elle va chauffer le poêle au bois. Elle a fait ça jusqu'à 92 ans. T'imagines la patente? Wow. Et un midi, je me pointe chez elle, en fait, pour aller dîner avec elle, puis poser plein de questions, comme je faisais d'habitude. Là, tu sais, mon arrière-grand-mère, elle tripait, elle aimait bien ça, puis moi avec. Puis là, je lui demande Bonjour, comment ça va, grand-maman? Puis elle me répond que le ton d'un général de l'armée, ça va très bien, ça a toujours bien été, je n'aurais pas pourquoi que ça changerait. Là, moi, le petit kid du primaire, j'étais gelé dans le salon en train de le regarder, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire à la grand-mère, tu sais. Puis avec du recul, je réalise que la grand-mère, c'est parce qu'on vivait dans un petit village. Je viens du Lac-Saint-Jean, l'Adoré ou Lac-Saint-Jean. C'est un petit village où tout le monde se connaît. Elle devait se faire demander à journée longue, à peu près 45 fois par jour, comment ça va, Madame Langevin. Tu sais. Oui, c'est ça. Et les gens de la place ça s'inquiétaient des uns des autres, en fait, dont de la dame qui vit toute seule. Vous comprenez la patente? Puis là, elle vient de me dire dans la même phrase, en fait, les 3 éléments qui couvrent, c'est quoi être fondamentalement positif? C'est des gens qui ont un regard positif sur le passé, ils ont un regard positif sur le présent, puis ils sont confiants de l'avenir. Ça va très bien, ça a toujours bien été, je verrais pas pourquoi que ça changerait. Mais quand je dis qu'ils prennent pas de décision, ils y pensent pas, c'est comme ça, puis ça va être de même. Tu sais, je verrais pas pourquoi que ça changerait. Vous voyez-tu, dans sa tête à elle, là, regarde, c'est ça. Et ça se développe, justement. Puis là, bon, t'allais jusqu'à demander comment qu'on fait. Ouais.
En fait, le positivisme est quelque chose qui est probablement plus facile à développer que de changer des traits de personnalité, là. Le positivisme, c'est assez simple, là. Ce que je donne en... Puis là, faut vraiment s'y attarder beaucoup. C'est que si on écoute nos pensées, on écoute tout ce qu'on dit, puis tout ce qu'on se dit, hein, les deux sont importants, là. Faut considérer que vous avez deux arbres dans votre vie. L'arbre du négatif puis l'arbre du positif. Lui qui va devenir le plus gros, c'est lui que vous allez arroser le plus. Fait que ça va finir par devenir, à force de s'attarder vraiment à votre façon de penser, ce que vous vous dites dans votre tête, ce que vous dites aux autres, puis à voir que des fois, il y a des trucs, des éléments là-dedans qui étaient négatifs, que vous auriez pu prendre d'un autre point de vue qui aurait été positif. À force de faire cet exercice-là, vous allez finir par le faire en réflexe, puis ça va se faire tout seul. Mhm. Une chose est sûre, il faut savoir en fait que changer des traits de personnalité, c'est la chose la plus dure probablement à réaliser dans une vie. C'est extrêmement difficile. Et il y a des critères en fait qui nous permettent, parce qu'encore là, dans les retraites que je fais avec Jean-Yves, les retraites au Spoisman ou encore à Ripon, on présente les critères, les différents critères qui permettent aux gens de réussir à changer des traits de personnalité, qui sont très difficiles. Puis le premier, avant tout, c'est d'être très fortement convaincu que c'est nécessaire. Et Hmm. généralement, les gens vont échouer là en partant. Je comprends. Quand je parle d'être fortement convaincu que c'est nécessaire, il y a une situation dans laquelle on le voit fréquemment, que tout le monde va dire: Ah oui, tu as raison, j'ai déjà vu ça. Une personne qui a un diagnostic de cancer. Ben, qu'est-ce qui se passe? On en a plein qu'on a vu changer littéralement, net frais de sec. Pourquoi eux autres, ils ont réussi à changer comme personnes, qui sont devenues plus humaines, sont devenues ils portent plus attention aux gens autour d'eux autres. Pourquoi, en fait? Parce que la raison, le point numéro un, qui est le fait d'être fortement convaincu qu'on en a besoin, eux autres, ils viennent de l'avoir, la raison. C'est parce que ils pensent qu'ils risquent de mourir au cours des prochaines années, puis le temps qui leur reste, qui leur est imparti, comme dirait Gandalf, ils ont l'intention d'en profiter le plus possible, de la meilleure façon qui soit, puis de ne pas passer à côté de la vie, surtout pas. Fait que la meilleure raison, ils l'ont. C'est Comprenez? ça. Ils ont Fait que un moi, ce que je dis why souvent, profond. C'est ça qui les touche. Puis, et là, ils ont l'engagement, ils sont capables de changer. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'on l'a tous, cette raison-là. On l'a tous. C'est juste qu'on l'a pas, on l'a peut-être pas mis tous et chacun encore en priorité. Ça va hmm. finir par arriver. On va tous passer par là. Il y en a que ça va peut-être durer 3 secondes, là. J'espère que non. Mais si vous avez besoin de la raison, je vous le donne, le cancer. Vous l'avez toute la gang en passant. On combat des cancers à journée longue, hein, pratiquement toute l'année. On gagne tout le temps, ou presque. Maintenant, on va perdre. Exact. Et si vous attendez un diagnostic de cancer, réfléchissez-y comme il faut, dites-vous que vous l'avez déjà. Dans l'implication en santé humaine, outre le fait de réussir à développer un package tout inclus, d'autres notions que ça amène, qui est important de comprendre, c'est que je pense que si je demandais, en fait, on se remplit une salle de 1000 personnes, là, puis je demande aux gens de lever la main, ceux qui pensent que tu as plus de chances de guérison quand tu es convaincu que tu vas guérir. Probablement que tout le monde va lever la main. T'es d'accord, Claudia? Très d'accord. Je lève ma main aussi. Mes deux mains. Ben, imaginez-vous que ces gens-là, c'est ça, là. Commentaire de ma grand-mère, je verrais pas pourquoi que ça changerait, là. Elle, de la même façon, dans sa tête, demandez-y comment ça va. Ça va très bien, elle est en santé, tout va bien, puis je verrais pas pourquoi que ça changerait. Demain, ça va bien aller. Vous comprenez, c'est que ils ont une force très puissante à l'intérieur d'être convaincus que ça va bien aller. Ils ont un petit rhume, une grippe, quoi que ce soit. C'est pas grave, ça va passer. Tu sais, ils sont tout le temps Mhm. positifs par rapport à ces affaires-là. C'est épatant, mais ça a un gros impact en santé, c'est très clair, là. Parce qu'ils sont tout le temps positifs sur tout ce qui leur arrive. Ils sont pas stressés nécessairement même d'avoir une problématique de santé parce qu'ils sont confiants. Ça vaut cher d'être confiant. Honnêtement, Ouais. aujourd'hui, moi, si je disais que si vous avez quelque chose que vous devriez léguer à vos enfants, là, j'aurais tendance à vous dire deux affaires. La capacité d'être travaillant, puis le fait d'être confiant. Hmm. Apprenons à nos enfants à être confiants. Tabouais, ils sont capables de déplacer des montagnes, virer à terre en l'envers. C'est Ouais. sûr et certain. Fait Ouais. que c'est ça aussi, en fait, hein, la personnalité des centenaires, c'est ça aussi. Ils sont confiants sur les facettes de santé. Puis mon arrière-grand-mère, si vous voulez un exemple épatant, là, je vous ai dit qu'elle est restée toute seule dans sa maison jusqu'à 92 ans. Elle nous a demandé elle-même. La madame n'a jamais été hospitalisée de sa vie, elle avait eu 9 enfants. OK, tu veux dire? Wow. Et elle nous a demandé elle-même de l'amener dans une résidence pour personnes âgées. Parce qu'elle commençait à trouver ça difficile d'aller chauffer le poêle dans le Dans le sous-sol. sous-sol. Aujourd'hui, je ris, mais je me dis, tabarouette quand même, tu sais. À l'époque, là, ah non, mais c'est capoté. Et Ouais. 92 ans, tu sais, elle allait chauffer le poêle, puis l'escalier du sous-sol avait l'air d'une échelle tellement que c'était à pic. C'était comme, mon Dieu, elle aurait Mhm. pu se mettre à la fiole. C'était vraiment pas. Mais Ouais. ceci étant dit, elle est allée dans une résidence personne âgée.
à 92 ans. Puis là, les 6 années qui ont suivi, là, a commencé à dépérir, à ralentir grandement. Puis à 98 ans, c'est elle-même qui nous a demandé de l'amener à l'hôpital parce qu'elle disait qu'elle filait pas. Et ça, je trouve ça vraiment complètement capoté aussi, là. Elle filait pas. Fait qu'à l'hôpital, en fait, l'interniste qui a passé les examens quand elle est rentrée, 2, 3 jours après, elle a tout fait venir la famille, puis elle a dit, c'est clair qu'elle ressortira pas, oubliez ça, j'ai jamais vu un bilan de même, il n'y a plus rien qui marche. Wow. Elle dit, ouais, capoté. Puis la dame, en fait, là, mon arrière-grand-mère, couchée sur son lit, je la vois encore dans ma tête, en fait, couchée sur son lit d'hôpital avec toute la famille autour, en train de nous dire, merci d'être venu, je suis vraiment fier de vous autres, j'ai eu une belle vie, je suis Wow. fatigué, mon temps est venu. Tabarouette. Elle était sereine, en fait, il y avait, c'est capoté. C'est comme ça. Ouais. C'est de même, ça devrait se passer 2 semaines. Hmm. Elle est hospitalisée 2 semaines. Pendant ce temps-là, elle avait toute sa tête. Elle était complètement sereine. Il y a une nuit qu'elle ne s'est pas réveillée. Ouais. Ah, Ciao. ouais, j'ai des frissons, c'est beau, merci pour le partage. Ouais, je pense à ma grand-mère qui, c'est ça, 82 ans. Puis elle me dit une chose magnifique, là, il y a quelques mois, j'avais fait un épisode de podcast justement sur l'importance des amitiés, des relations, de la connexion pour la santé. Puis elle m'avait dit, elle dit, je pensais jamais qu'à 81, 80 ans, je me serais fait des nouvelles amies. Mon grand-père il est décédé en janvier 2024. Puis elle a déménagé il avait déménagé ensemble en septembre, puis là, lui il est déménagé en janvier. Puis elle, c'est comme elle connaît tout le monde est ami avec elle. Elle est sur, on n'arrête pas de dire Madeleine for President parce qu'elle est sur le comité de ci, de ça. Elle fait du bénévolat. Elle a commencé un club de marche. Elle a commencé de l'aquaforme. Elle dit ça faisait 20 ans j'avais pas mis de maillot de bain, puis là à 80 ans j'ai commencé un nouveau sport, tu sais. Fait que moi pour elle pour moi c'est ça, c'est un modèle d'inspiration de justement un peu comme ton arrière-grand-mère, tu sais, de comment on devrait vieillir dans cette belle abondance-là, cette vitalité-là, cette santé-là. Puis elle aussi, elle chiale jamais, elle est toujours positive, elle se maquille à tous les matins, elle est fière, elle est généreuse, tu sais. Fait que c'est deux Ah, modèles inspirants. puis en passant, en fait, parce que, bon, dans les conseils pour réussir à marcher dans cette voie-là, il y a bien sûr l'intelligence émotionnelle qui est importante de développer. Parce que le cerveau là-dessus est vraiment une machine incroyable. T'apprends au cerveau humain à bien attacher un sentiment à une situation donnée dans ta vie de tous les jours, puis automatiquement, il va créer le chemin pour l'utiliser. C'est Mm. capoté. Puis il doit y avoir une raison au niveau du développement du cerveau. Là, je n'ai jamais parlé à des grands spécialistes là-dessus, mais c'est épatant. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que il existe des outils pour se permettre de considérer une plus grande variété d'émotions reliées à des situations. Il faut jouer le jeu autant que possible. En fait, c'est le genre de jeu que vous pouvez jouer parce que ça peut. Là, j'ai le goût de rire, là, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est le genre de jeu que vous pouvez jouer à la maison avec votre conjoint, votre conjointe, suite à une journée pour le fun, en fait, vous dire, ben, par rapport à ce qui est arrivé dans votre journée, là, regardez. En fait, on appelle ça la rose de Plochnik, entre autres, qui est un psychologue américain qui a dédié sa carrière, en fait, à étudier ces phénomènes-là. Tapez-les sur Google, vous allez voir, là, pour trouver toutes les différentes émotions. Ben, vous regardez la rose en question, en fait, avec toutes les différentes émotions, puis vous repensez à des événements de la journée, vous essayez de les caser par rapport à le niveau émotionnel, en fait, puis le bon terme pour exprimer la chose. Puis la raison pour laquelle je souris puis je ris, c'est que souvent, ça donne lieu justement au fait que votre conjointe va peut-être dire qu'elle, ça, c'était l'extase, puis que vous autres, vous allez dire, je suis pas loin de l'indifférence. Et là, ça peut donner lieu à c'est Des ça. conversations Petit intéressantes. moment comique, moi, c'est ça. Puis moi, j'aime bien ces situations-là que ma blonde, on en a même fait un direct. En fait, maintenant, les lundis soirs, on fait La Belle et le Chercheur avec Peggy Bellan, qui est ma conjointe. Et on fait par exprès pour pas prendre le même point de vue sur une question. Mais ouais, c'est parfait. Ouais, vous comprenez le principe, là. Et ceci Mhm. étant dit, de travailler l'intelligence émotionnelle, la capacité à utiliser nos émotions, ça aussi, tous nos jeunes devraient apprendre ça très tôt dans la vie. Ouais. Ça faciliterait tellement plein de choses, là. Mhm. Absolument. Mais ça aide à développer le type de personnalité des centenaires parce qu'après, votre esprit va avoir automatiquement le réflexe de ressentir de la finesse au niveau des émotions. Ça va vous aider à les exprimer puis à améliorer votre vie sociale de qualité. Mhm. Ouais, absolument. Puis l'autre
Puis lié aussi que tu as mentionné, c'est au niveau de la gestion du stress, entre autres, que tu inclus le sommeil aussi là-dedans. Ça aussi, je pense que les diagnostics ou les gens qui ont des troubles du sommeil, anxiété, dépression, stress dans le tapis, système nerveux dérégulé, etc., ben moi, j'en entends parler, j'en vois de plus en plus, j'en côtoie de plus en plus des gens qui sont pris avec ces troubles-là. On dirait que ça commence de plus en plus tôt et jeune aussi. Enfance, adolescence, etc. Bon, où est-ce qu'on en est avec tout ça au niveau de la recherche? Je pense qu'on est quand même assez sensibilisé de savoir que le stress chronique, c'est pas nécessairement génial pour la santé. Fait que ça, je pense qu'en tant que population, on comprend. Et on reste quand même dans des habitudes de vie, justement, qui nous aident pas à être plus équipés à faire face au stress. Bref, sommeil, stress, anxiété, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis qu'est-ce qui est important de garder en tête, justement, pour vieillir en santé, pas trop stressé? Ah, ben, tu viens de parler d'équiper. En fait, j'aime bien le terme parce que le stress, c'est une nécessité. C'est même quelque part bon pour la santé, en partie, mais du moins, on peut pas s'en passer. Fait que ceci étant dit, essayez pas à tout prix de chercher des façons d'éviter le stress, en fait, parce que souvent, c'est l'espèce de réflexion qu'on va avoir, puis ça sert à rien, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Et de la même façon, aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui ne pensent pas que notre vie actuelle est plus stressante que ce qu'elle a été dans le passé. Tantôt, je vous ai parlé de mon arrière-grand-mère qui a eu 9 enfants, qui n'a jamais été hospitalisée. Au début des années 1900, elle a vécu la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Aïe, aïe, aïe. Ça a dû être, il y a des bouts, vous voulez des périodes stressantes, là. Je ne voudrais pas changer de place avec ce qu'elle a vécu à cette époque-là, c'est sûr et certain. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui les gens soient plus stressés. Je pense que le problème, c'est justement qu'ils ont moins d'outils pour faire face au stress, puis on est beaucoup moins résilient qu'on l'était auparavant. C'est que développer la résilience, en fait, puis la mentalité, bon, c'est quoi la résilience? C'est la façon de voir les choses, hein. C'est parce que ce qui nous fait stresser, puis là-dessus, j'adore Sonia Lupin, là, en fait, qui a vraiment fait un travail fantastique de mieux expliquer d'un point de vue scientifique qu'est-ce que c'est que le stress, toutes les facettes, puis comment essayer de déboulonner le processus, comme elle dit. Donc, Sonia Lupin, qui a écrit le livre Par amour du stress, je vous le conseille tous, en fait, hein, si vous l'avez pas lu encore. Ça nous amène à comprendre les choses qui nous stressent, mais aussi de comprendre beaucoup que souvent, on se stresse nous autres mêmes pour 80% des cas, des affaires qui sont pas arrivées, qui arriveront jamais. Ça fait qu'il y a une grosse partie du stress qu'on vit, que c'est nous autres mêmes qui l'a créé en imaginant des affaires. Et on se dit ces choses-là constamment, puis là, ça va, bon, dépendamment des gens, de l'importance de la longueur du gazon, en fait, parce que qu'est-ce que vont penser les voisins, moi, je m'en fous. Ou encore de l'importance de manger pile à la bonne heure le soir, en fait, parce que les enfants sont pas capables d'attendre 5 minutes. Il y a des problèmes, là. Je veux dire, c'est un manque de résilience. C'est normal de pas savoir exactement comment les choses vont évoluer. C'est normal de pas être capable de tout prévoir, en fait, aux 10 secondes près. Dans le passé, on a déjà fait face à des difficultés, puis on a réussi avec brio à s'en sortir à toutes les fois. Ça, c'est toute de la résilience. Fait qu'en fait, dans le stress, moi, je vous dirais que c'est sûr que dans la gestion du stress, outre le fait de faire de la visualisation, parce que j'adore aussi l'idée, là, hein, j'étais quelqu'un qui stressait beaucoup à parler devant le public. C'est drôle à dire aujourd'hui. Hein, Oui. Capoté de constater ça. Puis là-dessus, en passant, une petite parenthèse, là, je veux juste vous souligner, là, quand on se dit des fois qu'on n'est pas fait pour quelque chose, là, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de se dire ça. Parce que ça aurait été facile pour moi de me dire que je n'étais pas fait pour donner des conférences puis parler devant le public. Ceci étant dit, la visualisation, c'est quoi? Ben, je me vois le faire, je me vois content d'être capable de véhiculer un message qui, pour moi, est extrêmement important. C'est mon ikigai de réussir, justement, à changer la mentalité de la population, à développer une culture de la santé et non pas une culture de la maladie. C'est mon objectif de vie, de faire de la visualisation, de me dire que je vais avoir du plaisir à le faire. Le stress vient de tomber à zéro, tu sais. Et sinon, outre ça, bon, parce que vous allez dire ça s'applique pas à n'importe quoi. T'as bien beau faire la visualisation sur le fait que ton meilleur ami est pas mort, il est mort, il va être bon pareil. Ben, les autres outils pour gérer le stress, parce qu'il faut être équipé, comme tu as dit, j'adore le terme, là. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer. Il suffit d'avoir ceux qui nous conviennent le plus. Moi, l'activité physique intense marche énormément parce que d'un point de vue biologique, le stress va mobiliser beaucoup d'énergie. Parce que vous êtes en train de considérer que vous allez soit faire face à l'ours des cavernes, vous allez soit vous sauver. Fait que vous décidiez de faire face ou vous décidiez de vous sauver, ça perd de l'énergie pour un ou pour l'autre.
Et le stress, la montée de l'adrénaline, en fait, la création du stress qui mobilise une grosse quantité d'énergie, si vous la dépensez pas, c'est comme une espèce de pétard, en fait, qui attend de sauter n'importe quand. Ben, Ouais. dépenser cette énergie-là, ça va recalmer, justement, faire redescendre le niveau d'énergie que vous avez dans le corps, ça va vous aider à gérer. Moi, c'est une affaire, l'activité physique intense est mon truc, mon meilleur truc de gestion du stress. Pendant la pandémie, je me suis remis à courir, j'ai couru en tabarouette. Et ça a bien sûr beaucoup d'impact en santé humaine, surtout au niveau du sommeil. Souvent, on néglige de bien expliquer, de bien mettre en perspective à quel point le sommeil est important en santé humaine. Hein. Ouais. Il y a une étude qui a été publiée en 2018 là, qui souligne que des hommes de 50 ans et plus, des hommes de 50 ans, tiens, qui dorment 5 heures et moins par nuit. La marque du 5 heures est vraiment très importante. Quand est-ce qu'on a un drapeau d'alarme? Là, 5 heures, c'est un drapeau d'alarme, OK? 5 heures et moins par nuit à 50 ans, ils ont 5 fois plus de chances. Non, t'as vu, c'est 2 fois plus de chances de faire une crise cardiaque au cours des 20 prochaines années que la moyenne de la population. C'est énorme, l'impact. Mhm. Peu importe tous les autres facteurs de leurs habitudes de vie. Si le sommeil n'est pas bon, c'est énorme l'augmentation des risques de faire une crise cardiaque au cours des prochaines années. Et là, je parle juste des maladies cardiovasculaires, mais si on regarde tout l'ensemble des autres maladies puis les chances de longévité, ces chances de longévité sont nulles si vous dormez mal. Fait que le sommeil est extrêmement important parce que ça régule tout un paquet de choses, y compris justement notre état émotionnel, bien sûr. En fait, c'est dur de voir la vie du bon côté quand on dort 3 heures par nuit. Qu'on est Ah quand ouais. même, eh, Même mon Dieu. l'appétit, on parlait de glucides puis de manger, tu sais, beaucoup trop, là, tu sais, on sait aussi, là, au niveau des hormones de la faim, de la satiété, d'énergie qu'on a pour Ben, bouger, on tombe dans un espèce de cercle vicieux vraiment néfaste, là. ben oui, c'est ça, tu as exactement raison. C'est ça, c'est que le cycle circadien va gérer justement l'appétit, va gérer. Quand on est fatigué, on a un réflexe de récompense, en fait, qui est de le centre de la récompense du cerveau, qui est extrêmement puissant, qui va nous amener à manger des affaires sucrées, à manger des affaires, manger du fast-food, à essayer de se faire plaisir, en fait, en mangeant des cochonneries, malheureusement. Mm. Euh, et pour laquelle on va stocker encore plus d'énergie parce qu'on va produire automatiquement plus d'insuline parce qu'on est stressé. C'est triste, mais c'est exactement ça. C'est que c'est un cercle vicieux épouvantable, là, où là, tu stockes l'énergie au lieu de la transformer, puis tu es fatigué, puis tu en manges plus parce que tu es fatigué, parce que tu as mal dormi. Mm. Donc, c'est vraiment de toute beauté. C'est la meilleure façon de prendre du poids. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Mm. puis là, c'est sûr que toute la gestion du stress, le sommeil, c'est un cercle vicieux. Fait que moi, les gens, normalement, je leur dis, attardez-vous au sommeil en premier, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont capables de rétablir un sommeil de plus grande qualité, ben, automatiquement, l'anxiété, le jour, abaisse de façon extrêmement importante. Puis là, ben, t'es pas mal plus facile de gérer ton anxiété. Mhm. Ouais, super. Ah, merci Eric, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Et tant mieux parce que tu as des heures de contenu qui sont accessibles sur les internets. Fait que parle-nous donc de qu'est-ce que tu offres comme service, comme produit. On a entendu livres, on a entendu conférences, retraites, etc. Où est-ce que les gens peuvent aller découvrir tout ça et continuer d'en apprendre plus pour qu'on fasse tous des beaux petits vieux de bonne humeur en santé? Ben écoute, une chose en premier qui me tient à cœur, que j'aimerais souligner, les émissions La Santé Autrement. Ouais. euh, qu'on a créé il y a déjà plusieurs années maintenant. On a 5 saisons, en fait, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, entre autres la chaîne YouTube de Vitoli. Vous tapez Vitoli, Mhm. Vitoli sur Ouais. YouTube. Vous allez trouver des listes de lecture, dont justement les émissions La Santé Autrement, qui regroupent un médecin, un pharmacien, un naturopathe à toutes les émissions. C'est moi qui anime, qui va répondre à une question qu'on a posée au public et à laquelle on va ajouter en fait un quatrième expert qui est quelqu'un qui change chacune des émissions, qui va venir approfondir le sujet. Donc c'est 44 émissions jusqu'à maintenant de santé intégrative. C'est vraiment de la santé intégrative qui couvre vraiment une Mhm. multitude de sujets, puis une Ouais. multitude d'experts que vous connaissez déjà. Aussi, dont entre autres, bon, Isabelle Huot, des chercheurs, des médecins, des naturopathes très connus. C'est vraiment des très belles émissions, j'en suis vraiment très fier et sont Mhm. parmi les émissions les plus écoutées du réseau Cogeco. Outre ça, qui est pertinent, sur les réseaux sociaux, vous allez me trouver très facilement Éric Simard. Ma page qui est la plus suivie, c'est Éric Simard Priorité Bien Vieillir. Mais j'ai 3 pages Facebook, donc Éric Simard, chercheur en parenthèse, ou Éric Simard Perso, qui est ma page perso. Et bien sûr, mon site internet, simard.com. Je suis président d'entreprise Idon Technologies, commercialise des produits Vitoli, que vous allez trouver sur Mhm. vitoli.ca. Et je suis aussi très fier de parler du fait que de à août à décembre et de janvier à mai, à toutes les années, tous les jeudis soirs, vous avez un webinaire gratuit Ouais. qui vous est présenté par Vitoli, en fait, avec une multitude de partenaires qui supportent aussi la démarche
qui sont des webinaires gratuits qui, encore là, on a plus de 50 experts variés qui ont participé à ça, dont des médecins, un grand nombre de médecins spécialistes, des pharmaciens, des psychologues, des naturopathes, bien sûr, des kinésiologues, des gens de tous les horizons, en fait. Et c'est gratuit, c'est accessible à tous, en fait. Ça fait que ça vous donne accès, justement, à de l'information de qualité. C'est via Zoom, dans le confort de votre foyer, chaque jeudi soir à 19h. Donc, de août à décembre et de janvier à mai, on arrête pour la période estivale parce que les gens, pendant l'été, sont bien sûr sur des terrasses, profitent un peu plus du monde extérieur. Ouais. Oh non, c'est ça. Ben, ça démontre justement ta générosité puis ta mission de vie aussi, tu sais, de partager cette information-là, ce contenu-là. C'est ça. Moi, l'émission puis les lives aussi, j'en ai écouté quelques-uns. Puis, tu sais, c'est des choses que j'apprends pour moi, que je peux transmettre à mes clients, que j'applique aussi personnellement et avec les gens autour de moi. Fait que merci vraiment pour la conversation d'aujourd'hui, bien sûr, et pour tout ce que tu fais puis qui tu es. C'est inspirant. Puis, je sais qu'on va te retrouver à 100 ans encore en train de faire des belles choses, d'avoir une belle énergie. Éric, il me reste une seule question à te poser que je pose à tous mes invités en fin de conversation awesome. Est-ce que tu as une citation préférée ou un mantra de vie que tu voudrais nous partager en guise de conclusion puis nous dire un peu pourquoi? Ah, écoute, ouais, j'en ai plusieurs. Hein. Moi, je suis un idéaliste. Ça fait que mes pensées sont parsemées, justement, de pensées que je trouve extrêmement importantes. Je peux-tu t'en donner deux? Absolument. Absolument. Écoute, une en lien avec la longévité que je trouve bien importante, qui est de David Bowie, en fait, hein, qui est décédé aujourd'hui malheureusement. Mais David Bowie disait que le vieillissement est un processus extraordinaire durant lequel on devient la personne qu'on aurait toujours dû être. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est dans cet esprit-là, en fait, qu'on devrait considérer la longévité et le vieillissement. C'est vrai. J'adore regarder ça en tête. L'autre facette, qui est plus une question d'objectif de vie, je me suis fait, bien sûr, je n'ai parlé à plusieurs reprises, un objectif d'essayer de changer la culture qu'on a au Québec vers une culture de la santé. Bien, je te dirais que c'est la pensée, mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Parce que souvent, on va de chialer, honnêtement. Moi, je trouve que ça sert à rien. Si t'as pas de solution à apporter, puis ta solution, que ce soit de faire un petit pas, c'est déjà un pas. Ouais. En fait, tout ce qu'on est capable d'amener au fil du temps, d'amener au fil des années, puis de construire dans une direction, c'est toujours une chandelle à travers l'obscurité, mais c'est une lumière de plus. Et toutes les gens qu'on va supporter qui vont le faire, comme toi, par exemple, justement, avec ton podcast, c'est entre autres pour ça que je suis là aujourd'hui. Je te cacherai pas que mon horaire du jour est épouvantable. Mais il faut que je fasse ça. Je veux supporter les gens comme toi, en fait, qui allument une chandelle à travers l'obscurité, là. Parce que la santé humaine, c'est pas ce que ça devrait être aujourd'hui. J'ai confiance qu'au fil du temps, on va réussir avec la population à développer d'autres considérations. Ouais. Il y en a beaucoup déjà, hein, puis c'est en croissance même au Québec, je suis très fier de le dire. Mais il faut continuer, il faut allumer des chandelles à travers l'obscurité, puis un jour, ben, on va tout faire partie de la lumière. Yes. Ben j'apprécie ton temps. Merci beaucoup, Éric. Super inspirant. Puis merci encore une fois d'avoir été présent sur le podcast aujourd'hui. Vraiment apprécié. Merci beaucoup pour l'invitation, puis merci pour ce que tu fais.